toutes et à tous. Bienvenue à Santexpo sur ce plateau de la communauté French Care organisée par Sciences et Avenir et Big Media BPI France. Nous sommes pour un très très beau plateau ici qui s'appelle l'IA apprivoisée pour mieux soigner. Je m'appelle Mathieu Novak, je suis rédacteur en chef du magazine Sciences et Avenir, magazine mensuel qui est dédié à toutes les sciences, et j'ai l'honneur aujourd'hui d'avoir un plateau qui, vous le verrez, est très très complémentaire puisque nous avons Cécile Badoual qui travaille à l'Institut Gustave Roussy, qui va nous parler de l'IA, comment ça transforme sa vie au niveau de l'hôpital, en recherche pour le médecin et aussi pour le patient. Gilles Debune, qui est cofondateur d'une start-up qui s'appelle Ozo AI et qui, il va nous expliquer, rentre dans le milieu plutôt des personnes vulnérables, des personnes âgées, dans les EHPAD. Et Chiara Cespi-Polissani, d'une autre start-up qui est en une phase encore assez préliminaire pour rentrer cette fois-ci chez le particulier pour des tests de dépistage HPV. Voilà, donc on va partir de l'hôpital, dans les milieux autour de l'hôpital, dans les EHPAD, on va partir chez le particulier, parce que l'IA, c'est quelque chose qui est en train de pénétrer le milieu de la santé en général, et on ne va pas dire que c'est une révolution, mais c'est une multitude de révolutions dans le milieu hospitalier, pour les chercheurs comme pour les entrepreneurs. Donc merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui. En particulier à Cécile Badoual qui a réussi à se libérer à la dernière minute. Je vais vous laisser quelques minutes à chacun pour présenter votre activité, et ensuite on va tout simplement échanger, essayer de faire part chacun de nos expériences et voir comment l'IA change nos métiers, nos pratiques, et peut apporter un bénéfice pour les soignants comme pour les patients. Cécile Badoual, je vais commencer avec vous. Donc vous êtes chef du département de biologie et de pathologie médicale à l'Institut Gustave Roussy, institut de cancérologie situé à Villejuif, près d'ici, et de renommée internationale. Mais vous êtes aussi faites partie du consortium PortAlt, donc pas facile à prononcer, mais vous allez nous expliquer ce que c'est, et c'est l'irruption de l'IA dans votre métier. Donc parlez-nous un petit peu de cette irruption, parce qu'à la base, c'était pas votre formation. Vous êtes médecin de formation, mais vous êtes intéressé un peu contre vents et marées à ces nouvelles technologies très tôt. D'abord, un grand merci pour cette invitation, et merci à la French Care de mettre la lumière sur l'importance de l'intelligence artificielle dans la transformation de nos métiers. Donc oui, je suis anatomopathologiste, donc mon métier c'est de regarder des cancers au microscope, et forcément on a de l'image, et notre cerveau est finalement une très bonne intelligence pour aller classifier des tumeurs, classifier des choses que l'on voit. Et puis, avec l'essor de l'arrivée de l'intelligence artificielle, on voit qu'on peut utiliser aussi les machines pour reconnaître les cellules, pour aller interpréter les cellules et leur environnement, et de pouvoir donner des informations que finalement on a appris dans notre métier pour pouvoir les transmettre dans un compte-rendu et faire un diagnostic de cancer, savoir s'il est grave ou pas, d'avoir des marqueurs prédictifs de son évolution. Alors nous, c'est vrai, on a été formés en médecine, puis en anatomopathologie, et puis est arrivée l'intelligence artificielle, et très vite, tout le monde s'est dit que cette numérisation de nos lames, donc on regarde normalement au microscope, et là, tout d'un coup, on regarde sur des écrans. Donc ça, c'est une transformation majeure aussi de l'interprétation et du savoir-faire de nos expertises, mais aussi de l'utilisation finalement de ces images, en faisant un parallélisme avec ce qui est fait avec la radiologie, pour savoir comment on va pouvoir interpréter ces images. Alors, à Gustave Roussy, on a la très grande chance de faire partie d'un consortium qui s'appelle Portrait AI, qui est un consortium privé-public, financé par la BPI, mais aussi par l'Europe, et puis par France Relance à travers la BPI, pour 33 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, avec Gustave Roussy, mais aussi le centre Léon Bérard, avec Hawking et Tribun, et puis les réseaux d'Unique Cancer, mais enfin, et pour terminer de ce consortium, CIPAT, qui est un réseau d'anapathes dans le privé. Donc l'idée, c'est que tous ensemble, on puisse générer suffisamment d'informations pour aider et générer des algorithmes qui nous permettront, 1, de prédire l'évolution des tumeurs, 2, de pouvoir aider le pathologiste au quotidien.
Oui, c'est ça. Il y a 3 axes dans Portrait AI. Il y a 3 axes. C'est le diagnostic, la découverte de biomarqueurs et la prédiction, le pronostic. Donc, vous avancez sur les 3 phases en même temps. Absolument. Voilà. Absolument. Donc l'idée, donc après chaque partenaire est plus ou moins intéressé par certaines de ces objectifs. Donc l'idée, c'est de mimer l'œil du pathologiste pour pouvoir lire des choses qui sont un peu rébarbatives. On fait tous dans la vie des tâches qu'on n'a pas envie de faire parce qu'elles sont répétitives. Celles-là, on peut éventuellement demander à la machine, par exemple, lire un anticorps. Donc on va utiliser des marquages spécifiques, des cellules pour dire si elles sont en prolifération, en mitose ou pas. Et donc ça, par exemple, ça peut être des choses qui sont quantitatives, qualitatives, qu'on peut demander à la machine de faire, et comme ça on gagne du temps pour faire autre chose. Et puis là où c'est très innovant, c'est qu'il y a des algorithmes qui sont là en cours de validation et des premiers résultats sont extrêmement enthousiasmants, où avec la lame sur laquelle normalement nous faisons les diagnostics, eh bien, on va pouvoir prédire la réponse au traitement à 5 ans, par exemple dans le cancer du sein, de la patiente ou du patient, même si c'est beaucoup plus rare. Et donc ça, c'est très novateur parce qu'avec une simple lame de coloration habituelle, on ne va pas faire l'utilisation de plein d'autres marqueurs, mais dans tout ce qui est texturisation, dans tout ce que va raconter le tissu, eh ben, nous, en tant que pathologiste, on ne le voyait pas. Et la machine est capable de sortir des prédictions, ce qui est très, très novateur. Alors, l'idée derrière, éventuellement, c'est d'aller chercher qu'est-ce que la machine est allée voir, qu'on n'avait pas identifié, pour pouvoir en faire un marqueur derrière. Donc c'est ça, c'est pas une confirmation d'un diagnostic que vous auriez fait vous-même, ça apporte quelque chose que vous n'aviez pas vu sans l'intelligence artificielle. Alors pour cette partie-là, oui, absolument. Pour d'autres, c'est une aide au quotidien. Les pathologistes, on est 1300 en France, c'est 2,3 ou 3,2 pathologistes pour 100 000 habitants. Donc on a, c'est la bonne nouvelle, beaucoup de patients guérissent de leur tumeur ou vivent très longtemps avec... mais il y a beaucoup de surveillance, de prélèvements qui vont être faits. Et donc, si on peut être aidé sur notre tâche pour mieux accompagner les patients et être plus efficient dans notre métier de pathologiste, alors on a tout à gagner à utiliser l'intelligence artificielle. Alors, pour que le public comprenne bien où on en est encore au stade de la recherche aujourd'hui, où les patients qui arrivent à l'EGR peuvent déjà bénéficier des avancées de cette plateforme. Alors, comme je l'ai dit en préambule, il faut numériser la lame. Ça ne peut pas être fait sur une lame qui a été produite et qu'on regarde au microscope. Donc la numérisation induit nécessairement tout un travail qui est en train d'être fait pour que tout soit systématiquement numérisé à Gustave-Roussy. Et qu'on puisse utiliser plusieurs algorithmes qui existent déjà et qui sont certifiés, normes CE, enfin toute la problématique entre une bonne idée et la création d'un produit. Il y a toujours énormément d'étapes qui sont importantes et de validation. Donc là, à Gustave-Roussy, on peut utiliser certains algorithmes en routine, vraiment, pas encore, mais au mois de novembre, oui. Et de pouvoir, dans le cadre de Portrait AI, de continuer à faire de la recherche. Merci beaucoup. Je m'adresse maintenant à Gilles Debune. Alors là, vous avez montré tout à fait une autre utilisation de l'intelligence artificielle, mais le point commun, c'est qu'aussi on a besoin de beaucoup de données pour sortir une information pertinente. Mais alors vous avez développé votre idée dans la start-up que vous avez cofondée en 2018. C'est la reconnaissance de son. Vous appelez ça l'oreille augmentée des soignants. Donc en gros, l'idée, c'est de rentrer dans les chambres sans y être pour aider le soignant à distance. C'est le principe, oui. Pour revenir aux origines, notre but fondamental, c'est d'aider les personnes fragiles. Et par personnes fragiles, on va entendre une personne âgée, seule, qui peut-être chute et qui appelle à l'aide, ou une personne handicapée qui va tambouriner pour appeler, qui va peut-être vomir, et c'est très dangereux dans ces cas-là. Et donc, pour revenir à la genèse de l'histoire, on ne laisserait jamais ces enfants chez soi sans surveillance. Et pourtant, nous, on est dans la cuisine et les enfants sont loin dans la pièce, ils jouent là-bas. Comment on fait pour savoir que tout va bien? En fait, on se rend compte que tout ça, c'est fait uniquement grâce au son. Et donc, oui, c'est avec le son qu'on va être capable de comprendre la situation. C'est une information très riche. Et c'est là que l'IA entre en jeu pour faire comme l'humain et être capable de comprendre dans le son la situation.
Et donc on a effectivement entraîné nos algorithmes à reconnaître les situations, à reconnaître les bruits. Et quand on détecte quelque chose qui mérite l'attention, quelque chose qui fait qu'un soignant qui, dans le couloir, aurait entendu ce bruit et serait précipité dans la pièce, on va envoyer une alerte sur le téléphone des soignants. Et ça permet effectivement donc aux soignants, à distance, de comprendre et de savoir ce qui se passe dans un établissement et de baisser la pression, de baisser l'hypervigilance grâce à ce système qui vient les prévenir en cas de besoin. Alors quels sont les types de signaux que vous arrivez à détecter ? C'est assez large. Le premier auquel on pense, parce que c'est le plus grave, c'est la chute. Et encore une fois, c'est la chute qui n'est pas simplement un gros bruit fort, parce que quand on fait tomber une chaise, c'est peut-être grave, mais c'est pas pareil. Donc on reconnaît finement une chute et on la distingue du reste, d'une peur de placard qui claque, etc. Après, on a développé, avec l'aide de tous les établissements dans lesquels on est implémenté, de nouveaux signaux. Le sommeil, par exemple. On sait quand une personne dort ou ne dort pas et on peut prévenir dans notre application. Les soignants sont au courant et peuvent adapter leurs pratiques en sachant qu'elles vont ou elles ne vont pas réveiller une personne qui dort. Ça change les pratiques beaucoup des soignants. Pour revenir, on peut parler des vomissements, par exemple. Qui ne sont détectables par aucun moyen aujourd'hui. Évidemment, les appels à l'aide, tout ce qui est verbalisé, au secours, aidez-moi, j'ai froid, j'ai besoin d'un verre d'eau, ma télécommande est tombée, ça c'est facile, entre guillemets. Tous les problèmes respiratoires également, parce que la respiration fait un bruit et notre oreille est capable de détecter ces bruits-là. Et donc, les problèmes d'eau dans les poumons, tout ce qui est... On travaille avec la PHP dans tout ce qui est autour de la pneumologie. Il y en a beaucoup d'autres et une quinzaine de raisons aujourd'hui de prévenir les soignants et donc de leur envoyer une alerte qui va leur dire exactement la raison, une de ces 15 raisons-là, et va également leur permettre d'écouter un tout petit extrait, c'est le seul moment où on enregistre, un tout petit extrait qui va leur permettre de savoir et de juger de la gravité de la situation. D'accord, donc concrètement, je crois que vous avez apporté concrètement, montrez-nous à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble à ça. Ça, c'est un petit boîtier qui est collé sur le mur, à peu près n'importe où dans la pièce, qui est composé en fait d'un micro connecté. Et c'est ce micro connecté qui va analyser les sons et être capable de détecter qu'est-ce qui, parmi les sons, mérite de prévenir les soignants. Donc là, on a un micro, ça envoie quoi? Par le Wi-Fi, c'est ça? Ça utilise le Wi-Fi de l'établissement. Il faut une prise de courant. Là, il n'y a pas le fil, mais il faut une prise de courant. Pas de souci de batterie à changer régulièrement. C'est une prise de courant à peu près n'importe où dans la pièce. Et ça couvre la pièce, mais également la pièce d'eau qui est attenante, éventuellement un petit peu le couloir. Ça a en gros la perception d'une oreille humaine. Qu'est-ce que vous verriez, qu'est-ce que vous comprendriez, dans une pièce les yeux fermés? Mais l'intelligence artificielle, elle n'est pas là-dedans. Non, aujourd'hui, elle n'est pas là-dedans parce que la puissance nécessaire n'est pas possible dans une si petite boîte. Et donc, les traitements sont faits dans un serveur spécialisé qui a une puissance de calcul bien plus importante. Mais à terme, éventuellement, ça serait une option. D'accord. Et donc, l'IA travaille et après, l'alerte arrive directement sur un téléphone. Sur le personnel. Voilà, sur un téléphone que les soignants ont dans leur poche. Et encore une fois, ils ont l'alerte qualifiée avec ce petit bout de son qu'ils peuvent écouter pour déterminer la gravité de la situation. Alors vous faisiez le parallèle avec la maison tout à l'heure, mais maintenant on a pas mal de systèmes de surveillance de bébés. Quand on a un doute, on allume la caméra. Vous n'avez pas de caméra? Non, on n'a pas de caméra. Les caméras sont interdites dans les établissements médico-sociaux. Interdites totalement, donc c'est même pas une option. La CNIL les a interdites pour des raisons de vie privée, de respect de la vie privée. Le son est une information très riche, mais qui intervient moins sur la vie privée. Néanmoins, la vie privée est centrale. Et depuis le début, on met tout en place pour faire en sorte qu'on maintienne la vie privée. Notre système, par exemple, se débraye automatiquement dès qu'il détecte la présence d'un soignant dans la pièce, pour maintenir les échanges privés entre le soignant et le résident qui n'ont pas à être analysés. Si le soignant est dans la pièce, inutile de prévenir par construction, il est déjà là. Donc la vie privée, le respect, la sécurité. Quand il détecte une voix? Quand il détecte une voix, il va détecter une voix, mais il peut aussi détecter un bruit de pas. Les bruits de pas des soignants sont bien plus rapides. Il va détecter un bonjour madame, des choses comme ça. Tous ces éléments qui font qu'on sait qu'il y a une personne valide qui est rentrée dans la pièce et qu'il n'y a pas nécessaire de surveiller ce qui se passe. Alors vous donniez l'exemple de la chute tout à l'heure. Comment on fait pour différencier une chute d'un objet lourd, d'un dictionnaire qui tombe par terre? C'est la magie, entre guillemets, de l'IA. C'est l'accumulation de données, un peu comme dans ce qui était raconté avant. C'est vraiment l'accumulation de données dans lesquelles on dit ça oui, ça non, qui fait qu'à force d'essais-erreurs, parce que c'est rien d'autre que ça, l'intelligence artificielle, c'est mettre au point des milliers, des millions, des milliards de coefficients, de sorte que ces coefficients mis bout à bout arrivent à reproduire les mêmes résultats et disent oui dans un cas où on voudrait et non dans l'autre cas, et de sorte que quand on leur donne un nouvel exemple, ils soient capables de le classifier correctement.
D'accord, mais ces données, elles n'existaient pas à la base. Vous avez dû les constituer une base. Exactement. Et c'est avec les premières expérimentations qu'on a acquis nos premières données, qu'on a pu capitaliser là-dessus. Et en fait, notre système, c'est un peu une boule de neige qui grossit au fur et à mesure de la descente. On est capable de découvrir de nouveaux sons, on apprend du terrain et en permanence, on vient étudier de nouveaux sons, les ajouter, mettre à jour nos modèles et devenir de plus en plus efficace grâce à ça. Et concrètement, qui écoute ces sons? Alors, on a une équipe dédiée en interne de personnes qui travaillent pour nous en France, donc. En interne en France, à Brest. Une douzaine de personnes qu'on a choisi explicitement aussi pour des raisons de confidentialité, de sécurité et puis de respect de la vie privée, d'internaliser. On n'a pas utilisé de services externalisés qui font ça. Et donc, on a des experts de ces bruits-là, des anciens soignants, des professionnels du son, des gens qui ont une oreille très affûtée et qui seront capables de détecter avec l'oreille uniquement des situations et de les expliquer entre guillemets à la machine. Quels sont les premiers retours que vous avez maintenant sur le terrain avec, vous avez déployé, vous êtes assez ambitieux, vous avez dépassé le millier de Oui, on est à plus de 3000 chambres déployées en France et on commence à faire l'international parce que la technologie est telle qu'elle est très internationalisable. Le vomissement en japonais est le même qu'en France. C'est très utile pour ça. Et donc aujourd'hui, on en est là. On a des très très bons retours de nos établissements partenaires. La plupart nous disent qu'en fait, une fois la phase d'acclimatation, parce qu'il y a un changement réel des pratiques, on ne réveille plus, on arrête de faire des rondes, on ne réveille plus le matin, on attend que les gens soient réveillés. Il y a beaucoup de choses qui changent, mais une fois que cette phase-là est passée, les soignants nous disent la plupart seraient pas capables ne souhaiteraient pas revenir en arrière et sont très contents du gain de temps et de la baisse de la pression que ça apporte chez eux. En fait, quand ils rentrent dans la chambre, ils savent déjà la situation à laquelle ils vont devoir faire face. Voilà. Et inversement, quand ils ne se rendent pas quand ils ne vont plus dans la chambre, ils savent aussi que ils font bien de ne pas venir réveiller la personne au milieu de la nuit juste pour vérifier que tout va bien. Chiara Cespi-Polissani, alors vous avez aussi saisi l'opportunité de l'irruption de l'IA pour monter une start-up, mais vous en êtes dans une phase bien plus préliminaire. Alors, votre entreprise s'appelle Papilio.bio. Et ici, il est question d'autodépistage du HPV, c'est-à-dire du papillomavirus, dont on sait que c'est une cause majeure de cancer, et notamment de cancer du col de l'utérus. En France, on a commencé à sensibiliser les familles pour des campagnes de vaccination chez les jeunes, mais ce dépistage est important. Il y a une grande inégalité sur le territoire d'accès au dépistage, et donc expliquez-nous votre idée. Oui, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité à ce plateau, et merci beaucoup la French Care pour avoir organisé, et à Science à venir. Donc du coup, en fait, avec Serena Petracchini, donc CSO et cofondatrice de Papilio, ça fait un peu plus d'1 an qu'on travaille sur ces sujets, donc sur les HPV au papillomavirus, parce qu'en fait, on s'est rendu compte que de plus en plus, il y a des cancers associés, pas que chez les femmes, mais aussi chez les hommes, associés à ces virus, mais qu'en fait, il y a un manque de dépistage. Donc on s'est dit, comment on pourrait en fait rendre ces dépistages les plus accessibles possible. Donc c'est là que nous avons eu l'idée de développer cet autotest rapide de dépistage à domicile pour les virus HPV, pour tout le monde. Donc aujourd'hui, quand on parle de dépistage pour cette typologie de virus, on s'adresse surtout aux femmes. Mais effectivement, aussi les hommes déjà sont porteurs du virus et aussi peuvent développer des cancers. Donc en fait, pour nous, l'IA, c'était aussi une révolution dans ce sens parce que, comme tu l'as bien dit, en fait, on est dans une phase encore de recherche. Donc on est dans une phase d'optimisation du prototype final de notre test. Et en fait, cette IA nous a permis effectivement d'analyser énormément des données biologiques en vraiment peu beaucoup de temps. Et aussi, ça nous a permis vraiment de trouver des détecteurs moléculaires de plus en plus affinables pour pouvoir détecter mieux ce virus, qui est un virus quand même assez difficile à détecter. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la majorité des tests sont des tests basés sur une technologie PCR. Alors, sans rentrer dans le détail, parce que vous êtes encore en phase de recherche, l'idée, c'est qu'après, les gens vont pouvoir avoir leur propre kit. Et c'est avec quoi? Avec un smartphone, un ordinateur? Comment ils vont pouvoir interpréter les résultats? Donc, aujourd'hui, en fait, avec les tests que les personnes peuvent faire directement à la maison, nous avons aussi développé une application connectée. Donc, les personnes directement à la maison avec un smartphone peuvent déjà comprendre comment réaliser les tests et aussi savoir donc, lire les résultats du test. La chose très importante donc, avec laquelle donc, nous, on a utilisé l'IA, c'est aussi
donner à chaque personne la possibilité d'avoir un parcours personnalisé. Aujourd'hui, quand on reçoit un diagnostic d'avoir donc un virus, d'être positif au virus HPV, on ne sait pas bien c'est quoi les parcours de soins qu'on doit suivre. Donc nous, on veut donner cette possibilité d'avoir un parcours clair. Et donc c'est ici qu'il y a, c'est très important. Mais la chose que nous on fait face donc tous les jours, c'est aussi la confidentialité, la sécurité des données. Donc c'est très important donc travailler avec, dans notre cas, avec des IA donc qui sont basés en France, donc avec des serveurs en France, et aussi qui protègent donc les informations de nos patientes. Donc concrètement, pour gérer cette confidentialité, vous allez faire comment? Vous allez avoir vos propres serveurs? Non, en fait, nous, on travaille avec une entreprise basée en France qui est spécialisée dans l'IA médicale. Donc, et c'est ça qui nous garantit aussi la sécurité de la data qu'on va utiliser. D'accord. À l'IGR, vous manipulez aussi énormément de données. Comment vous gérez cette question de confidentialité? Alors ça, c'est un point absolument central et c'est très important de le redire. D'abord, c'est la collection des données. Le patient doit être informé qu'on va utiliser ces données. Donc, à un moment donné, qu'il y ait clairement soit un consentement, soit une information ou le recueil d'une non-opposition pour que le patient soit bien informé et qu'il ait la possibilité de dire non, je ne veux pas que ces données soient utilisées. Et puis elles sont gardées, collectées, stockées, ce qui coûte de l'argent. Donc ça, c'est des investissements qui sont... à Gustave Roussy, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur du réacteur, de bien comprendre cet investissement et justement l'utilisation des données. Parce que ce que vient d'être dit là est massivement important. Une information n'a pas d'importance si elle n'est pas contextualisée, si elle n'est pas expliquée et si elle n'est pas accompagnée. Donc les tests typiquement sont très importants, mais on sait que 80% des jeunes femmes, par exemple, vont être à un moment donné, les hommes aussi, mais porteuses d'un HPV au niveau du col. Comment on va interpréter ces données et quelle gestion de l'angoisse on doit avoir et quand est-ce qu'on doit être proactif. Donc là, on souligne typiquement quelque chose de fondamental, c'est-à-dire que le développement de techniques d'IA ou d'algorithmes utilisables doivent être complètement travaillés avec des soignants pour savoir quel est l'intérêt, quel impact ça a sur le patient et comment on va gérer ça. Donc les données, c'est fondamental, mais typiquement pour en revenir sur les lames, nous on appelle ça des données taguées, c'est-à-dire que les pathologistes vont aller pour que les algorithmes soient faits entourer les cellules en disant moi je l'interprète comme ça et des choses. Et derrière on a les données cliniques et tout ça doit être fait en suivant les règles édictées par l'État et qui sont très claires sur la CNIL, sur le recueil ou en tout cas l'information des patients et la réception d'une non-information ou d'un non-consentement. Gilles Debune, vous aussi, quand vous posez un micro, il faut que chaque personne, chaque occupant de la pièce ait donné son consentement? Ou ça se passe au niveau de l'établissement? Légalement, c'est absolument pas nécessaire. Néanmoins, nous, on fait en sorte d'être le plus transparent possible. Donc, on va prévenir les établissements, on va avoir des réunions avec les soignants pour expliquer exactement et déjà les rassurer parce qu'il peut y avoir un risque de se sentir écouté, de se sentir fliqué et ça, c'est absolument pas le but. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le dispositif se débranche dans ces cas-là. On a également une grande discussion avec les familles lors de comités qui ont lieu régulièrement dans lesquels on va proposer, on va répondre à toutes les questions. Les interrogations sont toujours un peu les mêmes, mais on a des réponses fortes parce que c'est une préoccupation centrale pour nous. Et donc oui, le respect de la vie privée, le respect des données qui vont être utilisées font partie de notre ADN depuis le début. Alors vous parliez tout à l'heure de vous étendre à l'international. J'imagine que quand on passe la frontière, les règles doivent changer aussi? C'est probable. Aujourd'hui, on n'a pas ces soucis-là, mais il y a certains pays dans lesquels il y a des normes particulières. Nos serveurs aujourd'hui sont tous hébergés en France pour des raisons de RGPD. On a tout à fait la possibilité de dupliquer cette infrastructure et de la rapprocher de nos clients pour faire en sorte que les données soient le plus proches possible et ne sortent pas du pays ou de la région.
Chiara, je sais qu'on est encore très amont avec votre solution, mais est-ce que vous n'avez pas l'inquiétude de dire que c'est une solution qui va dans une certaine mesure se substituer au travail du corps médical? Non, absolument. En fait, la chose très importante pour nous, quand on a décidé de développer aussi l'application associée au test, c'est parce qu'effectivement, l'association doit juste accompagner les personnes à rentrer dans les parcours médicaux. En fait, aujourd'hui en France, il y a plus de 40% des femmes qui ne se font pas dépister pour les virus HPV. Et dans cette poule de femmes, il y a 50% de possibilités qui se développent un cancer au col de l'utérus. Donc en fait, nous, avec Serena, on a voulu juste réinventer la façon d'accéder à ces parcours médicaux. Et avec l'application, effectivement, l'objectif, c'est de dire, OK, maintenant, il faut suivre cette étape, mais après, on veut que la personne soit mise en relation avec un expert médical. Ça, c'est hyper important. En fait, pour nous, l'IA ne doit pas substituer l'expérience médicale. Il faut travailler ensemble, mais il ne faut pas substituer. Donc ça, c'est très important. À l'Institut Gustave Roussy, vous avez le sentiment que chez les médecins, ils ont une chance de devenir des médecins augmentés ou ils ont plutôt une inquiétude d'être des médecins remplacés? Je pense que l'inquiétude est quelque chose de normal à exprimer. Je pense que maintenant, ça y est, on est passé plus au-dessus de cette interrogation-là et on est en train de vraiment comprendre que l'IA va nous permettre ce qu'on appelle d'être augmenté dans notre façon de faire, apportera des nouvelles informations, des nouvelles façons de faire. Donc nous serons des médecins adaptés, des médecins certainement plus informés et pour lequel il y aura un centrage sur l'essentiel, c'est-à-dire l'accompagnement du patient, pouvoir lui donner des informations qui soient le plus véridiques possible et donc un accompagnement au long terme et plus efficiente. Donc, il n'y a pas de problématique de questionnement inquiet. Au contraire, il y a plein de chercheurs qui sont totalement emballés, plein d'idées qui sont générées par la connaissance proche de nos métiers, qui sont, on l'a vu, nous, on est en train de travailler sur un œil du pathologiste augmenté. On a entendu parler de l'oreille augmentée. Là, on va avoir des tests augmentés. Tout ça, c'est des panels qui vont nous permettre de mieux faire notre métier. Alors, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont dit les pathologistes vont disparaître, plus besoin d'en former. Je vais presque dire au contraire. Mais en tout cas, former différemment. Nous devons, en tout cas dans mon métier, et là on a une publication qui va paraître, où on s'est intéressé à regarder comment des pathologistes jeunes vont aller regarder les algorithmes avant de faire un diagnostic, contrairement à des pathologistes plus aguerris ou experts de la pathologie en ORL, pour savoir comment ils font le diagnostic. Alors, quand on est bon, peu importe d'avoir l'IA ou pas, le disque dur a été fait et d'ailleurs, c'est nous qui avons généré les données de disque dur. Quand on est pathologiste aguerri mais pas expert, il y a un petit plus à gagner à faire d'avoir de l'IA. Par contre, les internes, ils sont meilleurs quand ils utilisent l'IA, mais ils font plus de fautes et des fautes qui peuvent être embêtantes puisque spontanément, ils disaient qu'il n'y avait pas de cancer et l'IA dit qu'il y a un cancer et ils vont faire le diagnostic de l'IA. Donc l'apprentissage, la formation, l'acculturation, la compréhension et connaître toutes les problématiques du risque d'hallucination de l'IA sont des choses qui doivent être complètement intégrées dans la formation des jeunes médecins et c'est ce qui est fait maintenant. Donc à Gustave Roussy, il y a plutôt un émerveillement et un emballement à avoir des jeunes et des moins jeunes qui s'investissent en collaboration avec des data scientists, avec des ingénieurs, avec des entrepreneurs pour vraiment faire la médecine de demain. Alors, vous avez prononcé le mot d'hallucination, qui est notamment avec l'IA générative, une des principales difficultés. Et vous avez aussi parlé du faux positif. Mais ça, dans votre domaine, c'est un des plus grands risques. C'est le médecin ou le pathologiste qui ne voit pas et la machine qui dit il y a quelque chose. Comment on réagit à ce moment-là? Alors, à l'heure actuelle, je vais faire une analogie avec la radiologie. On sait qu'à l'heure actuelle, il y a une double lecture et qui est souvent faite par l'IA. C'est-à-dire que la mammographie, il y a une lecture IA, puis il y a le radiologue qui va faire une lecture.
Donc, d'abord, il faut partir du principe inquiétant, mais réel, qu'un médecin peut se tromper et les machines peuvent se tromper au même titre que les médecins peuvent se tromper. Mais par contre, si on a l'apprentissage du fait que je sais quelles sont les données qui me permettent de dire que peut-être que je ne suis pas d'accord avec la machine, ça c'est nécessaire et ça demande une maturité dans la formation du pathologiste ou du médecin de façon générale. Puis il ne faut pas oublier que les médecins, ils ne travaillent pas toujours tout seuls. Encore moins à l'hôpital et encore moins, donc nous sommes en réseau. Donc à la moindre doute, et ça c'est l'apprentissage du doute, il est essentiel, mais il est essentiel dans la vie entière. Si on ne doute pas, on n'avance pas. Donc le doute doit être complètement profondément intégré dans la formation pour, à un moment donné, de dire mais qui a raison? Et donc nous travaillons en équipe, en lien les uns avec les autres pour justement, sur des cas où on est compliqué. Donc, je vous invite à venir voir un laboratoire d'ANAPAT. On est tout le temps en train de discuter les uns avec les autres parce que signer cancer est beaucoup trop grave s'il n'y en a pas, ou au contraire de passer à côté parce qu'il y a là, alors il y a forcément une triple lecture si nécessaire. Voilà. Et c'est absolument fondamental. Donc, ces doutes et ces frontières de qu'est-ce que l'IA va m'apporter ou qu'est-ce que l'IA risque de me faire dire ce que je n'ai pas envie de dire, ça c'est fondamental dans la compréhension. Mais enfin, là je vous réponds alors qu'on est en train d'avancer avec, c'est-à-dire que c'est des choses passionnantes. Chiara, vous aussi, vous devez être confronté à cette peur du faux positif pour votre test, parce qu'en plus, après, vous avez un processus d'accompagnement virtuel qui arrive. Alors, comment on prend ça en compte? Alors déjà, en fait, quand on a commencé à travailler sur ce projet, on s'est toujours dit que c'est mieux un faux positif qu'un faux négatif. Donc en fait, nous, comme je disais avant, en fait, l'objectif pour nous, c'est pas de faire arrêter les personnes à notre test de dépistage. Pour nous, les tests de dépistage des papilles.bio, ça doit être juste un point d'entrée au parcours des soins. Donc en fait, l'objectif, c'est qu'une fois que la personne a eu un résultat positif, après, doit quand même prendre un rendez-vous avec un docteur pour pouvoir faire un autre test PCR pour confirmer ou pas les résultats du test. Donc pour nous, c'est très important en fait, vraiment travailler sur le fait que c'est mieux d'avoir un faux positif plutôt qu'un faux négatif. J'imagine que pour vous aussi, Gilles, un faux positif, si la personne n'était pas tombée et que quelqu'un est allé la voir, c'est pas très grave. Par contre, ne pas détecter qu'elle soit tombée, c'est plus embêtant. Complètement. Et on suit ça très très fortement. On regarde avec nos exemples où mettre les seuils pour faire en sorte de pas trop prévenir pour rien et en même temps de rien rater. On a également mis en place des interfaces qui permettent aux soignants de dire là, vous avez raté quelque chose entre telle heure et telle heure, pour que tout de suite on puisse réapprendre à la machine, lui montrer la situation qu'elle a ratée et faire en sorte que la fois prochaine ça ne se reproduise pas. Donc on a une course comme ça pour essayer d'améliorer en permanence et de ne rien rater. Je rajouterais que pour mettre en perspective qu'on est face à aujourd'hui une situation dans laquelle il y a très peu des personnes qui sont hébergées dans un EHPAD en particulier qui sont capables d'utiliser les systèmes existants. Et donc, dans la pratique, il y a 80% des personnes qui ne sont pas capables de prévenir. Ces 80% de personnes, ou plutôt les 100% des personnes, sont capables d'être détectées par notre système qui est complètement automatique. Donc déjà là, on apporte un énorme gain en surveillant ces 80 personnes qui sinon sont réduites à des rondes aléatoires pour être secourues. Parce que les systèmes existants, c'est quoi? C'est ce qu'on met autour du cou avec un bouton? C'est des boutons, c'est des poires, c'est des tirettes. Et pour des raisons cognitives ou physiques, avec une entrée en EHPAD de plus en plus tardive, on a une population qui est de moins en moins capable d'utiliser les systèmes existants, qui étaient peut-être valables il y a 20-30 ans avec une population différente, mais qui aujourd'hui deviennent obsolètes. Oui. J'allais rajouter que dans tout ce qu'on vient de dire, il y a quand même le point central, c'est qui fait le diagnostic définitif et où est la responsabilité. La responsabilité, s'il y a un problème, elle reste aux soignants. Et même l'utilisation de différentes machines, qu'elles soient IA ou autres, ce qui incombe du diagnostic, du résultat, de la surveillance, c'est le soignant. Donc c'est très important aussi d'anticiper cette acculturation des différentes machines et en connaître leurs limites, mais aussi leur apport pour que justement on soit là pour les patients et le mieux possible. Ce qui veut dire que le soignant doit être capable d'avoir raison contre la machine tout en pouvant se tromper et en ayant la machine qui avait raison.
Oui, mais c'est une aide, c'est une information complémentaire que le soignant prend en compte. Mais je suis d'accord, hein, le soignant reste au cœur. Nous, ce n'est pas notre système qui va aller relever une personne qui est tombée au sol. Le soignant reste au cœur du système. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui apporte une information supplémentaire, on le libère d'une certaine pression, mais à la fin des fins, c'est lui et lui seul qui va être capable de savoir comment s'adapter à la situation. Vous avez tous prononcé le mot de accompagnement. Alors, il y a quelque chose que je trouve finalement paradoxal, c'est que le système français dont on dit qu'il est le meilleur système de soins au monde, il est aussi très souvent critiqué par l'accompagnement des médecins qui est dû à différents problèmes de formation, de temps disponible. Et là, c'est finalement l'intelligence artificielle et la machine qui redonnent une chance à cet accompagnement. Et c'est comme ça que vous vous positionnez, Cara. Oui, exactement. En fait, pour nous, avant de commencer donc, à travailler sur les sujets, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi un manque d'accompagnement, mais un manque d'éducation sur les sujets. Donc, en fait, on s'est dit comment on peut intégrer ça. Donc, pour nous, c'était vraiment important de partir de ces sujets et dire, OK, les docteurs, ils ont les rôles principaux dans la détection et aussi la diagnostic, mais après, quand même, il faut les accompagner. Donc, nous, on accompagne les patients, mais aussi les professionnels de santé pour recevoir de plus en plus du monde et donc pour lutter contre les cancers associés au virus HPV. Vous avez travaillé sur le HPV, Cécile. Ah oui. Vous attendiez à ce genre de nouveautés ? Oui, on les espère. Il y a plein de choses qui sont en train de se faire et qui sont extrêmement pertinentes. 40% à l'heure actuelle des femmes en France ne se font pas dépister pour la présence d'HPV et donc de lésions. Donc c'est important de dire, c'est que il y a donc le portage d'HPV, c'est 80% de la population à peu près, donc ça nous concerne toutes et tous. Et puis à un moment donné, il va y avoir des cellules qui vont se transformer et qui vont faire que les cellules deviennent tumorales. Donc c'est la détection à plusieurs fois de ce papillomavirus qu'on a contracté à des moments de la vie qui fait qu'il y a un risque accru. La lecture donc toutes les femmes vont faire des frottis. Alors maintenant les choses ont changé puisque maintenant on fait de la PCR à partir de 30 ans, mais entre 25 et 30 ans on va chercher les cellules anormales parce qu'on sait que généralement on est contaminé par l'HPV, donc autant ne pas aller directement chercher les cellules anormales. Mais quand l'HPV est positif, alors on fait le frottis, on va les regarder. À l'heure actuelle, ça y est, on y est. C'est-à-dire qu'il y a des algorithmes qui vont lire les cellules qui sont étalées et donc d'aller identifier s'il y a des cellules anormales. Et donc ça, c'est des algorithmes de cytologie qui sont utilisés, qui sont vendus et qui sont proposés pour le... Donc il y a toute une partie déjà du travail autour du papillomavirus qui est déjà numérisée. Donc là, le fait d'avoir quelque chose sur des autotests, sur la possibilité d'avoir une notion d'un portage d'HPV, ça va complètement changer aussi les choses parce que justement, ça va toucher des populations qui ne vont pas se faire soigner parce que ça coûte cher et puis c'est compliqué de trouver des gynécos. Donc les sages-femmes peuvent faire aussi ces tests, les médecins généralistes peuvent aussi faire ces tests, mais toujours est-il qu'il faut le faire. Et ça permettra aussi de changer dans le monde entier tout, parce qu'il y a plein de pays où ces tests n'existent pas. Et que derrière un test, il y a un biologiste, il y a un pathologiste ou un cytologiste, enfin, en tout cas, il y a beaucoup de monde, il y a un laboratoire. Donc s'il y a des choses qui peuvent être faites de façon simplifiée, alors on peut considérer, tant que les populations complètes ne seront pas vaccinées et que de toute façon il y a des populations qui n'ont pas été vaccinées, eh bien on va pouvoir améliorer très sensiblement tous les portages de cancers HPV. Puis alors par contre, il y a des cancers où pour l'instant on n'a pas de test. Donc je ne sais pas et je ne vous pose pas la question parce que voilà, mais typiquement en ORL, et là c'est les hommes qui vont avoir des cancers à partir de 50 ans de façon à 90%. Comment on va pouvoir faire ces tests qui n'existent pas à l'heure actuelle et pouvoir détecter les portages d'HPV chez les hommes ?
Donc en fait, la technologie qu'on développe aujourd'hui avec Serena, en fait, ça sera aussi utilisable pour détecter cette typologie des cancers. Donc pour nous, c'est très important. Nous, on rentre donc au début avec un test qui ça sera donc pour génital. Donc, et après, dans une deuxième partie des développements, on va aussi s'adresser à cette typologie. Mais donc c'est important que la technologie puisse aussi détecter sur la partie ORL. Alors c'est un peu technique, mais en grosso modo, les cancers liés à l'HPV, c'est le col de l'utérus, la vulve, le vagin et l'anus. Donc là, c'est assez facile de prendre un écouvillon et faire une PCR comme vous connaissez que ça se fait. En ORL, les cancers, ils sont au fond de la bouche, dans ce qu'on appelle les amygdales, et c'est au fond des cryptes que le virus va se mettre. Donc à l'heure actuelle, on a aucun moyen de détection fiable en routine de cet HPV qui va, pour certains hommes et femmes, mais surtout chez des hommes à 50 ans, induire des cancers. Donc ça serait une très grande nouveauté. Il nous reste 5 minutes, on est sur le plateau de la French Care. Quand on entend parler d'IA aujourd'hui, on parle souvent des GAFAM, on pense que tout se passe à l'étranger. Et là, à l'IGR, vous développez vous-même vos algorithmes. Ici, vous avez fait tout votre travail. Donc, quelle est votre vision sur l'IA à la française? Est-ce qu'on a vraiment, sur le domaine de la santé, notre carte à jouer? En fait, moi, je pense que moi, je suis italienne et ça fait plus de 10 ans que j'habite en France. Et je vois vraiment une grande différence par rapport à l'Italie et avec les moyens qu'on dépense pour développer l'IA, mais aussi les moyens qu'on donne aux startups pour pouvoir se développer. Donc, je pense que c'est un circuit virtueux où chaque personne en fait, puisse porter quelque chose pour le développement. Gilles, vous êtes arrivé très tôt, hein, bien avant que moi je connaisse le mot IA. Oui. D'une certaine façon, oui. La France, là-dedans, je pense qu'elle a clairement sa carte à jouer. La spécificité européenne, et on le voit de plus en plus, c'est le respect de la personne, c'est le respect de la donnée. C'est des choses qui vont à l'encontre de l'IA, dans lesquelles il faut que la donnée soit facile d'accès et le plus général possible. Ce qui va être compliqué, ça va être de nouer ces deux objectifs, à savoir un respect fort, très fort, qui est fort en Europe, en tout cas du respect de la vie privée, des données, etc. Et en même temps, une mise à disposition très généralisée. Et par exemple, en France, est-ce que les hôpitaux vont être capables de faire des réseaux et de partager les données les uns avec les autres plutôt que de rester en silo, en s'accrochant à leurs données propres, en se disant comme ça, moi j'aurais fait mon expérimentation dans mon coin, alors qu'il serait beaucoup plus fort de mutualiser. Mais est-ce qu'on a cet état d'esprit-là? Est-ce qu'on va être capable de faire ça pour effectivement passer ces barrières et tout en respectant la vie privée, avoir accès à un énorme flux de données qui est le cœur, hein, qui est ça, qui va distinguer un algorithme qui va prendre le marché et qui va devenir universel d'un algorithme qui ne fera pas ses preuves. Alors, le consortium dont vous parliez au début de cette journée casse déjà ses frontières, en fait. Absolument. Donc, je vais répondre d'abord pour le consortium, Okin, Tribun Health, qui sont deux entreprises françaises avec justement du privé et du public pour partager des informations. Et ça, c'est Gustave Roussy, Unicancer, le centre Léon Bérard. Donc, c'est vraiment important. Et puis, CIPAT. Et puis, financé par la BPI. Donc, c'est un 33 millions. Donc, on ne peut pas dire que l'État n'a pas aidé et n'accompagne pas ce genre d'initiative. Ça doit être associé à un travail non pas en silo, mais collaboratif. Et vous avez raison, c'est fondamental. On a quand même le Health Data Hub, on a le SNDS, on a vraiment de plus en plus de structuration justement des données pour qu'elles soient partagées, pour que chacun y trouve aussi son compte dans la valorisation, parce que avoir des données, ça coûte cher, c'est du stockage, c'est des informations, mais aussi de pouvoir les utiliser. Et donc, il y a vraiment ce souci de structuration depuis le début de l'utilisation des données. Le CESRES est là aussi pour accompagner la validation, mais objectivement, on ne peut pas être à l'heure actuelle de se dire non, on ne partage pas des données. Il faut que ça soit fait clairement dans le cadre de consortium, dans le cadre de volonté de partage en national, mais aussi en international, pour pouvoir justement accompagner le développement de ces nouveautés qui permettront de mieux soigner. Ça va être déjà le mot de la fin. Je dis juste en 10 secondes vos ambitions. Chiara, quand est-ce qu'on pourra avoir l'autotest ?
Donc nous, on vise 2028 pour l'entrée sur le marché. Donc l'objectif cette année, c'est vraiment d'avoir les prototypes finaux de l'autotest et donc commencer les essais précliniques. Gilles, vous avez une grande ambition. Vous m'avez confié tout à l'heure avant le plateau 100 000. 100 000 personnes, effectivement, ça représente 10% des chambres actuellement en France de personnes soit en situation de handicap, soit dans le médico-social, dans les EHPAD. On a également un marché énorme qui s'ouvre à nous à l'international, on en a parlé. Plus notre solution sera diffusée, plus on aidera de personnes à mieux vivre. Cécile, une quinzaine d'algorithmes qui puissent être utilisés et proposés à terme pour les patients. Et puis tout ça en consortium de portraits, mais aussi justement en travaillant avec l'INRIA, travaillant avec les universités, travaillant avec la PHP et puis d'autres partenaires du soin et de la recherche. Donc quelque chose de très compétitif et, espérons-le, très utile. Eh bien, grâce à vous, ça fait des années qu'on entend parler de médecine personnalisée. Je crois qu'on y arrive enfin. Chiara Cespi-Polissani, merci beaucoup. Gilles Lebune, Cécile Badewal, merci à tous les trois. Écoutez, c'était un plaisir de passer ces quelques moments avec vous. Merci à Mathilde Nourian qui m'a aidé à préparer cette table ronde à BPI France pour l'avoir organisée. Et c'était Mathieu Novak avec Sciences et Avenir et Media Ops pour cette table ronde. L'IA qui change nos vies. Une très bonne journée à tous, bonne chance à vous tous et merci encore. Merci beaucoup. Merci, merci. Au revoir.